on peut toujours trouver ce livre. Il a été réédité il n'y a pas si longtemps, avec une excellente préface de Normand Baillargeon, qui est un philosophe québécois, qui explique donc les techniques de manipulation mises au point et en place par Edward Bernays. Voilà donc la première page de Propaganda. La manipulation, c'est le premier mot. La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes, pour une large part, gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forment nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. Ce sont eux donc, ces hommes dont nous ignorons tout, ce sont eux qui tirent les ficelles. Ils contrôlent l'opinion publique, exploitent les vieilles forces sociales existantes, inventent d'autres façons de relier le monde et de le guider. Théoriquement, chacun de nous se fait son opinion sur les questions publiques et sur celles qui concernent la vie privée. Dans la pratique, si tous les citoyens devaient étudier par eux-mêmes l'ensemble des informations abstraites d'ordre économique, politique et moral, en jeu dans le moindre sujet, ils se rendraient vite compte qu'il leur est impossible d'arriver à quelque conclusion que ce soit. Nous avons donc volontairement accepté de laisser un gouvernement invisible le soin de passer les informations au crible pour mettre en lumière le problème principal afin de ramener le choix à des proportions réalistes. Nous acceptons que nos dirigeants et les organes de presse dont ils se servent pour toucher le grand public nous désignent les questions dites d'intérêt général. Nous acceptons qu'un guide moral, un pasteur par exemple, ou un essayiste, ou simplement une opinion répandue nous prescrive un code de conduite sociale standardisé auquel, la plupart du temps, nous nous conformons. Théoriquement, chacun achète au meilleur coût ce que le marché a de mieux à lui offrir. Dans la pratique, si, avant d'acheter tout le monde, comparer les prix et étudier la composition chimique des dizaines de savons, de tissus, de pains industriels proposés dans le commerce, la vie économique serait complètement paralysée. Pour éviter que la confusion s'installe, la société consent à ce que son choix se réduise aux idées et aux objets portés à son attention par la propagande de toutes sortes. Un effort immense s'exerce donc en permanence pour capter les esprits en faveur d'une politique, d'un produit ou d'une idée. Voilà, j'ai pensé que ces quelques lignes étaient peut-être une bonne introduction au débat que nous pourrions avoir. D'accord, mais moi j'ai oublié de vous présenter quand même. Je ne sais pas si j'ai dit que non seulement vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont la trilogie, vous avez cité un livre de cette trilogie qui est le divin marché, mais c'est le premier livre de cette trilogie est l'art de réduire les têtes. L'art de réduire les têtes. Pas chez les Givarros, n'est-ce pas, dans les sociétés démocratiques, dans les nôtres.
Et puis, La Cité perverse. Et moi, personnellement, j'ai découvert Edward Bernays grâce à vous, Dany Robert Dufour, parce que c'est dans La Cité perverse que j'ai vu ce qui est ce propagandiste de génie, Edward Bernays, mais en même temps très, très malfaisant. Bon, c'est pas seulement les 21 novembre. Il est professeur de philosophie et dans les universités, mais aussi au Brésil, en Colombie, il était en tout cas, en Colombie et au Mexique. Et là, il vient de rentrer du Brésil. Et je peux vous dire que c'est assez ébranlant ce qui se passe dans ce pays où la forêt est rasée grâce à Bolsonaro, un autre Trump qui est arrivé au pouvoir. Vous êtes aussi cofondateur d'un mouvement qu'on a, nous, au Rencontres et Débats autrement suivi de près, c'est le convivialisme. Et en 2020, janvier 2020, vous allez publier avec Alain Caillé et tous les autres convivialistes, beaucoup de nos invités, mais beaucoup d'autres encore, de penseurs, sociologues, philosophes, etc. Vous allez donc publier ce deuxième manifeste dans 6 pays simultanément. Et vous êtes un freudien assumé. Et là, à l'heure où la psychanalyse est très remise en question, je voudrais quand même que vous disiez quelques mots sur cette manipulation des esprits par Edward Bernays, qui en fait les manipule pour les enthousiasmer aller à la guerre et se sacrifier. Donc c'est vraiment le consentement à leur insu à quelque chose de terrible qui se passe. Et cette histoire de Guatemala où un gouvernement de gauche voulait faire du bien. Bon, ben, il a été 40 ans de guerre civile, alors que lui, il a mis 3 ans, Edward Bernays, il a mis 3 ans pour le détruire, pour le faire échouer. Et puis aussi, le freudisme, c'est exactement le contraire de ce que ce neveu de Freud a mis au point, puisque c'est la découverte de l'inconscient. Et l'inconscient, Freud, dans le malaise de la civilisation, a quand même dit il faut, pour faire lien social, pour vivre en société, il faudrait quand même être conscient des limites de nos désirs, de nos jouissances. Et sinon, c'est la guerre continue en société aussi. Voilà, donc juste, oui, qu'est-ce que vous pensez de cette... De ce peste en prochain, en quelque sorte, qui est là en action dans nos, aussi bien de Roosevelt jusqu'à Trump, Donald Trump. Oui, le rapport entre Freud et Bernays est extrêmement intéressant parce que effectivement, Britt, vous avez raison. Freud est celui qui, dans le malaise dans la civilisation, nous a expliqué que la civilisation est en malaise permanent, justement parce qu'il n'y a civilisation que lorsque on réussit à tempérer, disons, ses appétences. Vous avez, ça c'est 1929, malaise dans la civilisation. Propaganda, c'est 1928, on est absolument à la même époque. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Bernays reprend donc de Freud l'idée qu'il existe des désirs qui sont inconscients, mais il y ajoute quelque chose, que ces désirs, on peut les manipuler pour satisfaire quoi? Pour satisfaire le marché. Le marché, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le marché, vous avez vu que dans ce film, tout s'organise autour de ce que le marché propose donc aux consommateurs. Et le marché, c'est le contraire de l'esprit freudien, puisque c'est pas du tout un esprit de modération qu'il prêche, le marché, c'est un esprit de consommation et de façon à consommer toujours plus. Donc c'est tout le contraire de la modération. Ce que le marché, la façon dont j'ai défini le marché dans un de mes livres, donc vous les avez cités, notamment celui que j'ai appelé le divin marché, parce que le marché est devenu une sorte de religion actuelle dans les sociétés démocratiques,
ce que le divin marché, le discours du divin marché, c'est demandez ce que vous voulez. Nous avons de quoi satisfaire toutes vos appétences, tous les produits manufacturés pour satisfaire toutes vos appétences, quelles qu'elles soient, tous les services marchands pour vous rendre heureux, et même tous les fantasmes que vous souhaitez, qui sont produits par les industries culturelles, dans les grandes industries culturelles, télévision, cinéma, etc., pour vous satisfaire entièrement. Donc c'est le contraire d'un discours de modération et de tempérance, c'est le discours du toujours plus. Alors, s'il faut rappeler ça maintenant, c'est parce qu'on sait maintenant où ce discours du toujours plus mène. Il mène, j'allais dire, vers le risque tout simplement de tout perdre. Puisque pour produire toujours plus, il faut produire des citoyens qui veulent toujours plus, donc des citoyens sans frein, qui ne savent plus donc se contrôler. C'est pas un hasard maintenant si, dans le plus grande supposée démocratie du monde, les États-Unis, nous avons manifestement quelqu'un qui ne sait pas se contrôler. Nous sommes véritablement à cette époque, donc, d'une perte de contrôle sur donc, ce qui pourrait permettre de faire lien entre les individus. Parce que si je veux plus et que vous voulez plus, nous allons nous battre l'un l'autre pour nous retirer l'un l'autre ce que nous avons. On sait où cela mène, ce désir d'avoir toujours plus. Eh bien, ça mène à la nécessité de produire toujours plus pour satisfaire, entre guillemets, toujours plus les consommateurs. Et produire toujours plus, c'est exploiter le monde dans toutes ses dimensions et concevoir le monde simplement comme un ensemble de ressources à exploiter rationnellement et industriellement pour donc en faire des produits, des services qui donc sont supposés satisfaire toutes les appétences. On sait où cela mène. Cette exploitation du monde, ça amène le monde à le transformer en quelque chose d'immonde, tout simplement. C'est-à-dire un monde couvert d'immondices, un monde saturé de pollution, de sorte que on commence maintenant à s'interroger sur le destin de ce monde à l'heure du marché total, à l'heure du divin marché. Nous sommes en train de détruire le monde. Donc pour résumer tout cela en une formule, je dirais que le vouloir toujours plus se transforme sous nos yeux aujourd'hui en un risque de tout perdre, tout simplement. Bernays a été un des opérateurs donc, de cette diffusion du « demandez ce que vous voulez, nous l'avons, nous avons exactement ce que vous voulez », donc de la satisfaction des appétences. C'est pour ça que ce film est extrêmement intéressant. Oui, on peut aussi se demander que devient devant tout ça, qu'est-ce qui est devenu de l'héritage culturel des Lumières, du siècle des Lumières, avec Kant, Voltaire, Diderot, et pourquoi la pensée dominante les a en quelque sorte plus ou moins rasés, hein, à part les quelques philosophes qui survivent et qui ont du mal à vendre leurs livres. Hein. Oui, oui. J'ai désigné notre culture, disons, à la suite d'autres philosophes, comme une culture post-moderne. Vous évoquez ce qui a été la culture des Lumières, qui était une culture moderne. L'idéal de la culture moderne, c'était transformer donc chaque individu en individu capable de penser et d'agir par lui-même. Penser et agir par lui-même, c'est-à-dire qu'il dispose de tous les moyens critiques pour se faire une idée par lui-même. Là, vous voyez que dans ce passage à la postmodernité, nous sommes loin du compte, puisqu'il s'agit de penser à la place de l'individu pour lui donner des choses dont il n'a pas nécessairement besoin, et pour le satisfaire non pas dans sa pensée critique, mais dans ses pulsions, dans son fonctionnement pulsionnel.
voilà, je crois, le passage donc extrêmement problématique qui se marque partout, y compris dans les champs de l'éducation, entre donc la société moderne héritière des Lumières et la société postmoderne actuelle, qui est la société de l'époque du capitalisme total ou de ce que j'ai appelé le divin marché. Voilà. Bon, peut-être vous voulez rebondir, vous, avec des questions et des remarques sur ce film. Soyez courts, nous avons exactement une demi-heure. Nous avons eu ailleurs des difficultés avec, en débordant de quelques minutes, 10 ou 15 minutes de notre programme. Donc, alors il faut respecter les horaires. Alors, madame, vous êtes la première. Je voulais savoir comment Freud a réagi à ce qu'a fait son neveu, parce que je pense que quand même il était relativement conscient. Oui. Et quelle relation il y a pu y avoir entre les deux hommes, qui étaient de la même famille. Et ma deuxième question irait, enfin je pense que le problème il est un petit peu au niveau de l'éthique, à savoir, l'éthique des prescripteurs, l'éthique des journalistes, l'éthique de l'éducation, l'éthique des marchands, etc. Et moi j'ai eu une réaction quand vous avez parlé de la modernité, mais la modernité c'est donner plus de place à l'homme. Hein. Il faut savoir que les temps modernes, ils font suite à une période qui avait d'autres inconvénients, où on apprenait un peu à se restreindre, où la religion avait un poids et limitait donc certaines volontés personnelles. Et donc là, on arrive à l'extrême inverse. Peut-être une réflexion aussi à ce côté. D'accord. Les relations entre Freud et Bernays. D'abord, il faut savoir que Bernays est parti très très vite avec sa famille. C'est pas lui qui est parti. Il avait 5 ans quand il est arrivé aux États-Unis avec sa famille. Je crois qu'il est né en 1880-82, quelque chose comme ça. Et en 90, il était déjà aux États-Unis. Donc il n'y a pas eu de rapport direct avec Freud. Il n'y a pas eu de fréquentation directe. Il n'y avait pas à l'époque donc ces voyages qui se font aujourd'hui facilement et qui permettaient la fréquentation directe. À part les dîners familiaux, quand même, hein. Ah non, Ils sont dans le film. Non, les dîners familiaux, c'était dans la période où il avait 5 ans. Donc, ah oui, il était jeune. Où il avait 5 ans, il ne causait pas tellement de psychanalyse avec son oncle. Non, mais enfin, après, Freud a découvert ce qu'il faisait. Alors, effectivement. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que Freud a été extrêmement diffusé aux États-Unis. Et il y a eu un usage américain de la psychanalyse. Mais il faut savoir que Freud a extrêmement résisté à cette utilisation américaine de la psychanalyse. Ça a même donné un nom un peu particulier. On appelle ça la psychanalyse américaine. Donc la psychanalyse américaine, c'est le soutien à toutes les volontés du petit moi. Ce n'est plus la mise en avant donc des forces inconscientes, c'est le moi qui est mis en avant. Donc il y a un usage américain de la psychanalyse dans lequel Freud ne s'est jamais reconnu. La meilleure preuve, c'est que alors que un certain nombre de grands films aux États-Unis, je ne sais pas, penser à Hitchcock, Houston, etc., utilisaient la psychanalyse dans les scénarios même. Il y a eu beaucoup dans le cinéma hollywoodien d'utilisation du freudisme dans la construction même des scénarios. On en voit, si vous regardez un peu les films anciens, on en voit absolument des traces maintenant. Donc il y a une sollicitation de Freud pour qu'il aille aux États-Unis et qu'il soit d'une certaine façon utilisé par la machine hollywoodienne directement aux États-Unis. Et on a fait à Freud des montagnes de dollars, des ponts en or pour aller aux États-Unis. À l'époque, 100 000 dollars dans les années 1920, 1930, 35, c'était totalement gigantesque. Freud a toujours refusé. Je pense qu'il y a un usage intéressé donc de Bernays
à l'égard de son oncle, parce que Bernays, une personne interviewée dans ce film, dit que Bernays ne manquait jamais une occasion pour dire qu'il était le double neveu de Freud, ce qui lui permettait donc de se rehausser, parce que donc il y avait à l'époque un prestige important de Freud qui pénétrait donc ce monde de l'inconscient qui était absolument inconnu et qui était vu comme un pionnier, tout simplement. Et donc, je pense que Bernays a profité du prestige américain de Freud pour dire « je suis l'expression américaine de Freud », et on a souvent entendu Bernays, à l'époque, dire qu'il était le psychanalyste des entreprises, le psychanalyste de l'opinion. Et donc, il a utilisé le prestige de son oncle Freud pour vendre ce qu'il voulait vendre, c'est-à-dire la propagande, les public relations. Alors, du côté de Freud, il y a eu une correspondance, en effet, mais du côté de Freud, elle se limite simplement à savoir, puisque Bernays se présente comme celui qui va diffuser l'œuvre de Freud, l'œuvre écrite de Freud aux États-Unis, donc les questions de Freud dans les lettres portent uniquement sur, ça va être traduit aux États-Unis, quand, par qui, quelles sont les personnes qui prennent en charge donc la diffusion de mon travail, etc. Mais il faut savoir que Bernays n'était pas psychanalyste et qu'à l'époque, toutes les relations dans la psychanalyse passaient par l'IPA, International Psychoanalytic Association, qui était une association mondiale, et c'est à l'intérieur de ceci que ça fonctionnait. Donc Freud s'est greffé, Bernays s'est greffé là-dessus pour utiliser le prestige de Freud et vendre donc l'idée qu'on pouvait pénétrer l'inconscient des consommateurs pour leur faire admettre la désirabilité de telle opinion ou de tel produit. Voilà, il y a une sorte de marché comme ça qui s'est fait au détriment de Freud, que Freud n'a jamais complètement suivi. La preuve, donc, encore une fois, c'est le refus d'y aller. Il n'avait pas le contrôle, donc... Oui, absolument. Freud n'avait pas le contrôle sur ce qui se passait dans le travail de Bernays aux États-Unis. Alors, sur la deuxième partie, je réponds rapidement, très rapidement sur la deuxième partie de la question pour qu'on puisse avoir d'autres... Oui, dans le champ de la modernité, je l'ai dit tout à l'heure, je répète, donc, l'accent a été mis sur la construction du sujet en tant que critique. En tant que critique, ça veut dire en tant que capable de penser par lui-même et d'agir par lui-même. Vous voyez qu'il y a là un pas qui se fait avec la postmodernité, puisqu'il s'agit de faire en sorte que l'individu ne pense pas et de transformer l'individu qui pense en consommateur qui va consommer les opinions qui sont produites par d'autres, qui sont supposées bonnes. Donc là, je crois qu'il y a une transformation importante dans la conception même, dans le champ anthropologique, c'est-à-dire la conception de l'homme, entre la modernité, vous avez cité les noms des philosophes des Lumières tout à l'heure, et ce qui s'est mis en place donc dans la postmodernité, avec donc la transformation de l'individu critique en consommateur. Là, il y a un cap, les deux ne sont pas compatibles. Le consommateur est celui qui se fait influencer par l'autre, par Bernays en l'occurrence, alors que le sujet critique est celui qui pense par lui-même. Donc là, on a un gap, quelque chose qui ne fonctionne pas ensemble. Et je crois, et c'est là où se situe mon propre travail de philosophe, que nous sommes globalement passés aujourd'hui, non pas du côté du sujet critique, mais du côté du sujet consommateur. Et c'est ce qui me fait un sérieux problème en tant que philosophe. Au lieu d'être citoyen éclairé, consommateur consentant. Là-haut, Edith. Merci, j'ai trouvé ce film absolument extraordinaire. J'avais déjà vu un spectacle sur Bernays, Propaganda, au Théâtre des Quartiers d'Ivry, CDN du Val-de-Marne, en 2016.
Et ce spectacle, effectivement, posait la question que vous venez de poser, à savoir quel est le rôle des intellectuels. Comment distinguer l'intellectuel qui alerte de l'intellectuel idéologue? Et comment s'opposer, on dit même résister, mais je pense qu'il faut aller plus loin que résister, agir, donc s'opposer et agir à ce que Marx appelait l'idéologie dominante. Et vous venez de dire que donc on peut aujourd'hui considérer qu'on est dans cette culture postmoderne qui fait de l'homme non plus le sujet critique, mais l'esprit critique et le sujet volontaire, mais le consommateur asservi. Mais je pense que ça n'est pas seulement une idéologie typique du capitalisme. Excusez-moi de dire ça. Épicure, dans sa lettre à Ménécée, expliquait qu'il fallait effectivement considérer qu'il y avait deux sortes de désirs, hein, les désirs naturels et nécessaires et les désirs artificiels. La Boétie expliquait aussi, c'était au XVIe siècle, l'Épicure c'était au IIIe avant Jésus-Christ, la Boétie c'était au XVIe, et expliquait aussi qu'il y a effectivement une possibilité de servitude volontaire. Et donc je m'interroge sur cette thèse qui est la vôtre et qui montre qu'effectivement aujourd'hui finalement nous passons sans le savoir, pour certains le savent mais beaucoup ne le savent pas, nous passons du monde à un monde immonde à cause du système capitaliste et de ses idéologues, mais pas seulement. Écoutez, le système capitaliste domine aujourd'hui entièrement le monde. La guerre froide est finie. Il n'y a plus rien d'autre que ce système qui domine aujourd'hui entièrement le monde, y compris en Russie, y compris en Chine. Et il me semble que là où est mis l'accent est mis sur le produire toujours plus, le consommer toujours plus, au risque même de l'altération des équilibres naturels du monde par la montée des pollutions, par donc l'altération des grands équilibres écologiques, justement se pose aujourd'hui à notre époque, qui est une époque de domination sans partage du capitalisme. Je ne dis pas cependant que ça n'a jamais existé, mais je pense que justement, lorsque ça existait, les philosophes que vous avez mentionnés, on pourrait remonter très très loin. On pourrait remonter à la République de Platon, qui donc mettait en place donc un système pour contenir le désir excessif des individus, jusque dans la cité. Par exemple aussi dans les lois, par exemple, Platon dit qu'il faut limiter les différences de patrimoine entre hommes libres dans une fourchette de 1 à 4. C'est-à-dire ça, ce sont par exemple des limitations si on veut que la cité vive, si on veut que la cité tienne, si on veut que la cité perdure. Nous en sommes où maintenant de ce point de vue-là? J'ai regardé hier ou avant-hier la télévision et les revenus, par exemple, des dirigeants du CAC 40 viennent d'augmenter l'année dernière de 12%, et le revenu principal du dirigeant principal est de 30 millions d'euros par an.
Bon, il me semble que dans l'excès destructeur du monde, nous sommes à une époque, en ce moment, particulièrement significative. Je ne dis pas que ça n'existait pas avant, mais je dis qu'il s'est passé un tournant à une certaine époque, dont je pourrais parler, mais ce n'est pas le sujet du film. Je pourrais tout simplement en parler parce que c'est le sujet du livre que je viens de sortir chez Actes Sud il y a un mois. Mandeville. Bon, c'est sur justement la naissance du capitalisme. Et la naissance du capitalisme, je la réfère à un auteur qui s'appelle Bernard de Mandeville, qui manifeste là aussi un don certain dans la manipulation des individus, puisque là nous sommes dans des champs de la manipulation de masse. Et l'œuvre principale de Mandeville, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La fable des abeilles, c'est une fable à la façon des fables de La Fontaine, se termine par une maxime, une morale, comme dans les fables de La Fontaine. La maxime dit ceci très littéralement. Je rappelle que Mandeville, c'est 1714. Nous sommes à l'aube de la première révolution industrielle, au commencement du capitalisme, 1714, à Londres, en Angleterre. Donc la maxime dit « Les vices privés font la vertu publique ». Ça veut dire quoi? Je répète, les vices privés font la vertu publique. Ça veut dire qu'il faut aller, les vices privés, et notamment les pulsions d'avidité, aller à leur finalité, parce que cela produira de la richesse qui ensuite ruissellera sur le reste des individus. C'est là la base, la première formulation de la théorie du ruissellement. Elle est à l'origine même du capitalisme. Donc là, nous avons eu un tournant civilisationnel extrêmement important, puisque les maximes de modération ont été battues en brèche par des maximes de maximisation, si je puis dire. Ce sont des maximes maximales. Vice privé, pulsion d'avidité, il faut laisser tout cela aller à sa finalité. Ce qui, chez Mandeville, se traduit, je parle de Mandeville parce qu'à mon avis, c'est l'ancêtre direct de Bernays. L'ancêtre direct de Mandeville. C'est lui qui formule la première théorie de la manipulation de masse. Dans un petit texte qui était complètement oublié, que je viens de ressortir, qui s'appelle « Recherche sur les origines de la vertu morale ». Mais je ne suis pas là pour vous parler directement de mon travail, je suis là pour commenter Bernays. Et si je le fais, c'est parce que nous trouvons à l'origine même du capitalisme l'ancêtre de Bernays, avec les théories même de la manipulation de masse, pour que des gens donc, puissent ne pas suivre donc autre chose, puissent suivre autre chose que ce qui viendrait donc du champ de la critique. Et je pense que c'est important de penser justement les étapes de la construction du capitalisme depuis 3 siècles et de voir où nous en sommes maintenant qu'il domine entièrement le monde. Nous sommes probablement à la veille de problèmes extrêmement sérieux, même pour la survie possible de l'humanité dans les formes qu'elle a prises aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'on puisse exempter le capitalisme en disant ça a toujours existé. Oui, Gérard. Oui, bonsoir. Je pense pas qu'il y ait une discontinuité. Le capitalisme, en fait, c'est une longue histoire. C'est l'histoire de l'homme, en fait. Et on retrouve dans toutes les... Enfin, pour les historiens, ils le savent sûrement mieux que moi, on retrouve toujours des esprits critiques. Des esprits critiques qui en détournent. Hein, quand on parle de la psychanalyse, il est évident que la psychanalyse est un objet de consommation. C'est évident qu'elle est devenue un objet de consommation via effectivement les Américains, qui est revenu en Europe, etc. Donc je pense qu'il y a une continuité dans l'évolution humaine, sauf que là, effectivement, on arrive dans une impasse. Mais si on parle des croisades et des évangélisations, on avait aussi les moyens de persuader des gens d'aller se faire tuer pour
pour le paradis après la mort. Bon, aujourd'hui, c'est le paradis sur Terre, mais je pense que c'est toujours la même démarche, sauf que elle a évolué mais il y a toujours une pensée critique, et qui ne sera toujours, je pense, minoritaire. Et cette pensée critique, j'ai envie de la résumer de dire que l'individu doit faire la différence entre le savoir et la croyance. Voilà. Oui. Permettez-moi de douter de la continuité qui serait repérable. Le capitalisme survient à un moment qui succède à un autre temps qui est globalement connu comme le mode de production féodal, qui se caractérise donc par l'existence de seigneurs et par un servage extrêmement généralisé et par des famines extrêmement importantes chez des groupes importants de la population. Le capitalisme arrive et amène quelque chose d'entièrement nouveau. L'entièrement nouveau, c'est l'extension infinie de la richesse. Donc là, il y a un seuil, il faut repérer ce seuil. Le capitalisme est une promesse de sortie du règne de la rareté et de la pénurie pour arriver au règne de l'abondance. Si vous avez lu le dernier travail de Thomas Piketty, vous verrez qu'entre 1700, je parlais de 1700, et 2020, le monde peut être pensé comme étant 100 fois plus riche qu'à cette époque-là, entre 1700, en 3 siècles de capitalisme. Donc le capitalisme amène quelque chose, une rupture absolument nouvelle, une promesse d'abondance. Et il a réussi. Le seul prix à payer, c'est la destruction du monde. Non, mais le capitalisme, il naît au temps moderne. Oui, à la modernité. 1700, oui. C'est le problème de la modernité. Alors, est-ce qu'il y a des différences ou des points communs entre la manipulation à la Stanley Milgram et celle à Bernet? Là, vous parlez de l'expérience d'intensification de la douleur et de la soumission à l'autorité qui autorise donc à faire souffrir l'autre. Il y a je pense qu'il y a à coup sûr des points communs, notamment dans l'idée de la possibilité et de la nécessité de la manipulation de l'autre. Vous voyez que je parlais tout à l'heure du mode de production féodal. Nous étions à l'époque dans un temps qui était un temps où l'autre était contraint par la force, par la servitude. Vous voyez ici la servitude volontaire, d'accord, mais la servitude volontaire, c'est quand même quelqu'un qui se soumet au roi pour profiter d'un certain nombre de choses et qui, se soumettant au roi tyrannique, est obligé de soumettre des autres lui aussi, et jusqu'au dernier stade de la société. Donc le principe, là, tel qu'il fonctionnait, c'était un principe de soumission, de contrainte directe sur les individus. Avec les régimes démocratiques, c'est la proposition de Bernays que je viens de vous dire, il dit, en démocratie, nous n'avons plus la force. C'est d'ailleurs exactement ce que dit aussi Mandeville en 1714. La révolution anglaise de 1692 vient d'avoir lieu, qui a posé les fondements du régime démocratique en Angleterre. Ils ont un an d'avance sur la France, un siècle d'avance sur la France. Et donc, on est véritablement à l'époque de la naissance aussi de la démocratie. C'est aussi l'époque de la naissance du capitalisme. Et donc, à cette époque-là, Mandeville dit, il ne dit pas en démocratie, puisque ça ne se dit pas encore comme ça, mais dans le régime dans lequel nous vivons, nous n'avons plus le droit d'employer la force. Donc, pour circonvenir les individus, nous sommes obligés d'employer la ruse. Et nous sommes là dans le régime général de la manipulation. Alors, il y a des manipulations spécifiques, mais nous sommes quand même toujours dans un régime de manipulation. Et chaque fois, donc, on peut, par exemple, utiliser l'autorité, et Bernays ne s'en prive pas.
vous l'avez vu, l'autorité du médecin, hein, pour montrer comme elles sont bonnes, les cigarettes, comme elles vont permettre de libérer les femmes. Simplement, il y a un moindre prix à payer, là aussi, c'est l'addiction des femmes. C'est comme ça qu'on va les libérer. Elles vont avoir leur petit pénis portatif, hein, c'était l'idée de Brill, donc le psychanalyste américain consulté par Bernays, mais moyennant quoi, elles vont être addictées à la cigarette. Bon. Donc, dans ces techniques de manipulation, l'autorité joue toujours un rôle important. Qui a le principe d'autorité? Ça joue dans l'expérience de Milgram, ça joue dans les expériences, pas les expériences, c'est pas des expériences, là, on n'est pas dans la psychosociologie, on est vraiment dans la manipulation de masse effective. Là aussi, la manipulation de l'autorité est utilisée pour faire passer, vendre des produits et pour souffler donc des opinions à des gens qui sont supposés ne pas en avoir. C'est ça, hein. Les gens sont supposés ne pas avoir d'opinion. C'est trop compliqué, c'est exactement ce que dit Bernays dans le passage que je vous ai dit. C'est trop compliqué, vous n'y arriverez pas si vous voulez vous faire votre opinion vous-même. C'est trop compliqué, il faut un gouvernement invisible qui vous dirige. Et je pense que nous devrions, dans les universités, j'ai passé toute ma vie à l'université, et je devrais la refaire maintenant, je créerai un département, comment je pourrais appeler ça, de manipulologie. Manipulologie, voilà. Parce que je pense que les techniques de manipulation de masse, aujourd'hui, ont pris une ampleur absolument considérable. Inspiré par Gustave Le Bon, hein, d'ailleurs, sur la psychologie des foules. Merci. Tout d'abord, merci pour ce débat que je trouve vraiment très très instructif et ce film également passionnant. Pour rebondir sur la question de monsieur, est-ce qu'on ne pourrait pas dire au bout du bout qu'au fond, le ressort qu'on essaye toujours d'activer, de titiller dans l'individu pour obtenir son consentement, c'est pas tout simplement une programmation génétique qu'on a inscrite au fond de nous, dans ce qu'on appelle notre cerveau reptilien, qui est une programmation à l'instinct grégaire, parce que l'humain étant parfaitement incapable de survivre bébé ou tout seul dans la nature, en tout cas moi je me vois pas tellement survivre dans une jungle lâchée comme ça, sans outils ni rien. Donc au bout du bout, est-ce qu'on peut pas dire que c'est la crainte d'être exclu du groupe qui permet aux élites, aux masses, au marketing, aux puissants, à la pub, enfin peu importe, d'obtenir de nous un consentement parfois forcé sous forme d'une preuve sociale, d'une autorité, etc. Ou parfois tout simplement par un désir inconscient de continuer à appartenir. On retrouve ça également dans le phénomène, par exemple, des sectes, qui procèdent toujours de la même manière, avec une technique de manipulation qu'on appelle le love bombing, c'est-à-dire qu'au départ, vous êtes seul, vous faites un test de personnalité, on repère, vous êtes un petit peu faible, un petit peu seul, un petit peu en mal de liens, etc. Et puis on vous entoure de cet amour, de cette joie, de ces chants, d'une nouvelle famille, et petit à petit on essaye de vous exclure de l'autre groupe pour faire partie du groupe auquel vous désirez appartenir, donc le groupe de ceux qui fument, le groupe de ceux qui possèdent la cafetière club select, pour ne pas nommer la marque, de ceux qui possèdent ce nouveau parfum qui va vous rendre totalement irrésistible, ou cette grosse bagnole qui va vous faire donner le pouvoir de bip toutes les femmes. Voilà. Non. Est-ce qu'au final, on n'a pas tout simplement ce besoin inscrit en nous d'appartenir? Oui, alors, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Et je crois que pour aller dans votre sens, il faut d'abord remarquer que nous, humains, sommes des animaux grégaires. Bien, nous sommes des animaux grégaires. La preuve, c'est que là, on est en groupe. Bon. Et que dès qu'un groupe est formé, c'était la question de Gustave Le Bon, reprise par Bernays, il faut diriger le troupeau.
C'est exactement la question que se pose Bernays. Le terme troupeau est dans Propaganda, dans son texte, faut diriger le troupeau. Et par définition, le troupeau est bête, le troupeau n'a pas de tête. Donc il faut qu'un gouvernement invisible vienne pour lui souffler la direction, lui souffler ce qu'il faut penser, lui indiquer les bons produits, etc. Pour que, justement, ce troupeau soit satisfait. Alors, et chacun, donc, des individus dans le troupeau soit satisfait. Donc, ça, c'est, à mon avis, une question absolument centrale. Alors, vous savez comment on a résolu pendant très très longtemps la question de la grégarité de l'humanité, c'est en élisant donc un être supérieur, puisque nous ne sommes pas des êtres supérieurs, nous sommes des êtres finis dans le temps et dans l'espace. Je suis ici, je ne suis pas là, et mon temps sur Terre est limité. Donc je suis limité dans le temps et dans l'espace. Donc on a toujours évoqué, donc un autre être, ou des autres êtres, éternels, ou immortel, qui serait notre véritable sujet, le sujet dont nous sommes les petits sujets. Il y a un grand sujet qui nous dirige, et nous sommes des petits sujets, nous sommes les troupeaux du petit sujet, et c'est toute la thématique pastorale du pasteur, par exemple, qui dirige le troupeau. Et pendant très longtemps, donc, l'humanité s'en est sortie en élisant un grand sujet. Alors ça pouvait être le grand sujet de la physisme des Grecs, par exemple, les dieux grecs, par exemple. Ils sont nombreux, etc., ils se bagarrent entre eux, mais l'ensemble constitue quand même le monde olympien. Et je ne suis pas, moi, comme petit sujet dans le monde olympien. Mutation dans l'histoire de l'humanité avec le passage au monothéisme. Donc cette multiplicité des dieux se réduit au Dieu unique, et qui devient donc notre créateur et notre sauveur. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est que tous ces grands sujets meurent, et ça a été prononcé par Nietzsche, un jour Dieu est mort. Bon, même s'il continue de vivre dans des esprits, et même s'il continue à hanter des esprits qui sont aujourd'hui terrifiés par l'idée de la mort de Dieu et qui veulent édifier un Dieu plus fort que Dieu, hein, ça s'appelle les fondamentalismes. Donc nous sommes toujours dans cette idée de ce qui nous tient tous, donc ce qui tient le troupeau. L'hypothèse que je fais, c'est pour ça que j'ai appelé un de mes livres le divin marché, c'est que nous sommes tenus aujourd'hui par le marché. Le marché ne nous tient plus par le haut, comme Dieu qui nous imposait donc ces commandements, tu dois, et tu dois pas. Le marché, si je puis dire, nous tient par le bas. Nous tient par le bas. Le marché, je dirais, c'est le grand dealer. Tu veux ceci, tu l'auras. Tu payes, bien sûr. Mais tu veux ceci, tu l'auras. Il nous tient par, donc, la promesse de satisfaction de nos appétences. C'est pour ça que nous avons changé de régime. C'est pour ça que c'est pas toujours pareil. Parce qu'avant, il y avait donc des choses qu'on ne pouvait pas dire. Les commandements, c'est tu dois pas. Les 10 paroles, les 10 commandements, c'est ça tu peux, ça tu peux pas. Tu ne dois absolument pas. Bon. Maintenant, avec le divin marché, c'est tu peux tout. Tu peux tout. Toutes tes appétences, tes vices privés, tu peux tous les satisfaire. Et donc, nous sommes passés d'un régime globalement, disons, une idéologie ou une métaphysique répressive, qui était celle du monothéisme, à une métaphysique qui est une métaphysique incitative. Vas-y, fais-le, fonce, tu peux. Ce qui témoigne bien de cela, justement, c'est le langage de la publicité, c'est-à-dire le langage de Bernays, le langage du marketing, le langage des public relations, ou le langage de la propagande publicitaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ce langage de le discours publicitaire? Mais vas-y, fais-le, mais do it, no limits, fonce. Et si tu le fais pas, t'es un con. Donc, et si t'es un con, bah, tu choisis de l'être. Mais nous, on te offre tout ce que tu peux pour le faire, et comme ça, tu participeras à la grande aventure collective de ceux qui réussissent. Donc, effectivement,
la question du troupeau se pose encore. Et au cœur de la question du troupeau, il y a la question de la récompense qui est donnée à chacun. La récompense, donc, par le produit manufacturé, par le service marchand, y compris la récompense par la fake news maintenant. J'anticipe sur le débat que vous aurez, mais la fake news est aussi une récompense. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Voilà ce que je... Ouais. Bah, vous êtes en train de dire ce que je voulais dire presque, pardon. Donc, Bernet, c'est quand même un enfant de l'utilitarisme anglo-saxon. Oui, oui. Donc, le plaisir, ce qui fait pas qui donne pas de plaisir. La maximisation du plaisir. Oui, la maximisation du plaisir. Oui. Parce qu'avant, comme vous avez dit, il y avait ce Dieu, les paradis et tout ça, et ça, on l'a plus. Donc, on n'a que la vie pour être heureux et pour jouir de cette vie. Donc, comme on peut dire, l'homme n'a plus d'opinion, il n'a que des désirs. Le désir de jouir jusqu'à en mourir. Et je pense que notre société... Jouir à tout prix, c'est pas pour rien que... Et je pense qu'elle est très suicidaire, notre société. Elle sait que c'est pas trop bien et elle dit même peut-être, même si on en meurt de ce excès de plaisir, c'est comme le film La Grande Bouffe. On sait bien qu'on va en crever, mais on y va jusqu'au bout parce qu'on n'a plus peur de l'enfer. C'est comme ça un peu... Je suis toujours un peu... Et donc, non, parce qu'on dit, les gens, ils savent tout, on le sait, trop fumer, les femmes qui fumaient, et tout ça, mais... Elle ne savait pas. Oui. Je pense que, alors là, vous touchez un point important, aussi dans les mutations contemporaines, ou les mutations, disons, de la postmodernité. Si on pense à ceci au regard de Freud et de Bernays, par exemple. Freud, on a commencé comme ça, était celui qui disait « Pour vivre en société, vous ne pouvez pas tout faire. Vous êtes obligé d'être limité dans un certain nombre de choses qui sont... Vous ne pouvez pas le faire, parce que vous allez détruire la civilisation. Donc la civilisation intègre le malaise, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Mais sans le malaise, il n'y aurait pas de civilisation. Le malaise de ne pas pouvoir tout faire. Donc il est dans une problématique répressive. Répressive au sens, vous ne pouvez pas tout faire. Parce qu'il y a de bonnes répressions. Parce que si on peut tout faire, c'est-à-dire si on peut se shooter parce que c'est bien, parce qu'on jouit beaucoup, parce qu'on va loin, parce que, bon, etc. Effectivement, on peut faire tout ça. Nous sommes dans des sociétés, donc dans une thématique qui est donc la thématique de l'incitation, de la jouissance à tout prix. Et nous sommes dans des thématiques, on sait que le confin de la jouissance, c'est la mort. C'est ça que cherche le shooté, le drogué. C'est la jouissance suprême, c'est le moment où il n'y sera plus. C'est pour ça que c'est difficile de l'arrêter, c'est parce que c'est une jouissance suprême. Donc nous sommes passés globalement de l'époque de Freud à des sociétés de braves névrosés, je dirais comme vous et moi, si vous me permettez. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, je sais, pour moi. Donc, je ne peux pas tout faire. Il y a des choses que... C'est dommage, c'est bête, mais c'est comme ça, je ne peux pas tout faire. On est passé donc des sociétés de névrosés, parce que le névrosé ne peut pas tout faire, donc du coup il redésire quelque chose qu'il n'a pas pu faire, parce que ça le hante par un rêve, tu ne l'as pas fait, tu pourrais l'avoir, etc., etc. Ça revient, le retour du refoulé, tu n'as pas le droit, etc., donc ça revient. Donc il désire quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir. On est passé de ceci à des sociétés non plus névrotiques, et des sociétés qui sont articulées, à mon avis, sur un triptyque psychopathologique, qui est la perversion, tu as tous les pouvoirs, tu peux tout. Ça, c'est quand tu réussis. Quand tu réussis pas, c'est la dépression. Parce qu'on ne réussit pas toujours à tout avoir. Et quand on ne réussit pas toujours, on se déconsidère soi-même. Ça s'appelle la dépression. C'est un des grandes formes dans la psychopathologie contemporaine. Et le troisième point, c'est celui que vous avez mentionné, c'est l'addiction. Voilà. Nous sommes globalement passés de sociétés névrotiques à des sociétés qui naviguent dans ce triangle perversion, dépression, addiction. Voilà, ça c'est une mutation anthropologique qui me semble aussi extrêmement importante pour caractériser notre époque. 5 minutes. Il y a encore une question. S'il vous plaît, chez vous. Oui, je voudrais quand même rappeler que, aussi bien en France que dans tous les pays,
il y a une police et une armée. Personnellement, j'ai assisté à des manifestations et on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout dans ce schéma-là et que je dirais que les forces de police sont même parfois supérieures aux gens qui manifestent, ce qui est quand même révélateur d'un certain état. Merci pour l'espoir. La police et l'armée, je n'ai jamais contesté qu'il y avait de la police et l'armée. Ce que j'étais en train de commenter, c'est le régime qui est le régime publicitaire qui nous fait vouloir et désirer. Et en même temps qu'il y a ceci, quand on désire effectivement quelque chose, on peut être réprimé par la police et l'armée. Ça arrive même de façon permanente. Ça s'est passé en France il n'y a pas si longtemps, depuis 1 an. Et c'est pas fini à mon avis de ce côté-là. Donc, je crois qu'il faut bien distinguer les différents niveaux. Là, nous étions dans une réflexion au plan du champ culturel, pas au plan des appareils idéologiques d'État de répression. Donc au plan de l'incitation à le tout vouloir, il fonctionne. Il fonctionne même de façon permanente. Quand vous allez sortir d'ici, regardez les affiches partout, regardez votre télévision ce soir, vous allez être incité à vouloir ceci et à vouloir cela. Donc l'incitation est permanente. On vient de voir un film sur Burney, c'est exactement le champ qui a été créé justement par des gens comme Burney, c'est-à-dire l'incitation permanente. Que la satisfaction vienne, ça c'est pas sûr du tout à mon avis. La satisfaction, c'est une promesse qui n'est pas tenue, la promesse de jouissance. Non, c'est de l'addiction. La promesse de jouissance n'est jamais tenue par le marché. Elle est faite, mais elle n'est pas tenue par le marché. C'est ça qui constitue un des graves problèmes contemporains et un des formes actuelles du malaise contemporain. On nous fait des promesses qui ne sont pas tenues. Bon, on va peut-être... oui, il est 7 heures, là. 5 heures. Bon, je vous remercie beaucoup. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci.